Ce programme vous est présenté par la solution de location courte durée Yamaha Rent. Bonjour à tous, bienvenue pour une émission spéciale Salon Moto Légende. La semaine dernière, on vous a proposé une émission passionnante avec Christian Saron. Cette fois, on va s'attarder un peu sur ce Salon Moto Légende. Suivez-moi. Le salon Moto Légende est placé sous le signe de la CB750, 50 ans aujourd'hui, le 4 cylindres Honda, le fameux 4 cylindres Honda. Et on est avec un habitué de l'émission, Didier Calusa, qui restaure des CB750. Il y en a plusieurs à toi ici. Oui, c'est ça, on a eu le plaisir de retrouver des motos qu'on a restaurées, qu'on a commercialisées il y a déjà quelques mois, quelques années, qui ont été invitées par le club, par l'organisateur, sur cette exposition. Donc on est content, on a revu nos clients, c'était une bonne nouvelle. Et puis on a revu des motos qui roulent, qu'on a restaurées et qui sont exposées ici. Donc c'est une belle fête. Il y en a 25 ici, c'est un club Honda. Et pourquoi cette 750 est si emblématique, si mythique ? Alors on va dire c'est la moto du siècle, on parle du XXe siècle. Ouais. On pourra dire aussi pour la formule qu'il y a un avant et un après la 750 Honda, c'est-à-dire que c'est une moto qui a changé le regard du grand public sur la moto en général. On est devenu tout public, on est devenu moto loisir et je dirais qu'à partir de là, les autres constructeurs ont embrayé le pas, ont suivi Honda et puis aujourd'hui, si on a ces belles motos-là, si on a 50 ans d'histoire de la moto derrière nous, c'est grâce à la 750 Honda. La 750 Honda est arrivée, elle a ouvert la voie aussi aux constructeurs japonais, puisque c'est après, avant c'était les Anglais surtout, les Anglaises surtout. Après, il y a eu les constructeurs japonais et surtout cette architecture 4 cylindres en ligne, un peu originale. Alors non seulement original, mais en plus de construction et de technique automobile. C'est une des premières fois où on apporte dans la moto tout public, des techniques de construction automobile. Et puis c'est aussi pour ça que ça fonctionne 50 ans après. C'est-à-dire qu'on a des motos qui sont fiables, on a des motos qui demandent peu d'entretien, c'était vrai il y a 50 ans, c'est toujours vrai aujourd'hui, qui sont agréables. Et qui sont propres, qui fonctionnent, qui sont performantes. Qui sont performantes aussi. On a un produit à l'époque qui est au top, mais surtout qui continue. Et une des choses qu'on peut imaginer, c'est que les constructeurs à l'époque n'imaginaient pas que 50 ans après, on aurait d'aussi belles motos dont certaines sont venues par la route. La spécificité du 4 cylindres en ligne, même les Japonais doutaient, ils ont fait un moteur moulé en sable, avant d'entrer dans des grandes productions, c'est ça ? Alors, en fait, il y avait deux choses, c'est-à-dire il y avait le produit, et à mon avis, ils étaient convaincus de la pertinence du 4 cylindres et de leur conception. Puis après, il y avait l'industrialisation, c'est-à-dire qu'il fallait fabriquer l'outil de production, et c'est ça qui a posé problème. C'est une moto dans sa première année de production qui a été énormément transformée, modifiée, améliorée. Donc elle était née prématurément, il a fallu aboutir le produit. La K0 qui est arrivée a été remplacée assez vite par la K1, puis par la K2, ça a été décliné pendant 10 années. 69, ouais. K1, 70. Et on décline les années et les modèles. À chaque fois, on améliore, on fiabilise, on rend la moto encore plus agréable, encore plus fiable, encore plus exploitable par l'usager tout public. Mais derrière aussi à l'époque, ce qui n'existait pas, c'est l'outil de production, c'est la chaîne de production. Donc ils ont inventé la moto et le moyen de la fabriquer. Beaucoup se ressemblent, à part les couleurs. Pour le profane, elles sont un peu semblables. Quelle est la plus belle, la plus rare ici ? Alors je dirais c'est celle qui n'est pas là, celle qu'on n'a pas pu avoir. Mais évidemment, ce n'est pas une réponse. Je dirais que la moto qui est derrière nous est exceptionnelle en soi parce que c'est une moto de pré-série. Donc c'est une moto d'exception, c'est la moto qui a été présentée au salon en Angleterre en 69 pour faire la promotion, une des 4 motos, celle-ci, une des 4 motos que Honda a envoyées pour l'Europe pour faire la promotion du modèle. Son historique est connu, elle a en fin de promotion, elle a été vendue à un lord anglais, quelqu'un de noble qui l'a conservée, puis après elle a changé de main. Et cette moto-là est aussi exceptionnelle dans sa modernité parce qu'elle a fait l'objet d'une vente
il y a 2 ans maintenant, qui est à ce jour le record en termes de valorisation, en termes de coût. Celle-ci, Celle-ci, pour une moto japonaise. C'est-à-dire, elle a explosé le record. elle vaut combien? Alors, elle vaut beaucoup plus, mais elle a été vendue 200 000 euros. Ah ouais. Je peux la toucher? Tu peux la toucher. Gling, 10 000. Didier, toi, tu as aussi ton propre stand. Tu es là, tu viens voir un peu tes motos, mais tu es surtout Kawasaki à la base. Tu as un stand sur lequel tu as des H1, des H2. Voilà, alors on a amené 750 H2, on a cherché les motos mythiques 750 H2, 900 Z1 et on a aussi une K0 qui est toute neuve qu'on a fait pour le salon pour montrer finalement le côté hétéroclite et puis que les collectionneurs finalement trouvent chaussures à leurs pieds, la moto qui leur plaît, qui leur a plu il y a 50 ans mais qui leur plaît aujourd'hui. Un salon comme celui-là, c'est important pour toi? Tu prends des contacts? Absolument, c'est important d'être vu, de rencontrer les gens. Moi je suis sur la convivialité, je suis sur la relation humaine, donc voir les gens, voir les collectionneurs, retrouver des motos, et puis ça appelle forcément de nouvelles relations, de nouveaux contacts, donc c'est très pertinent. D'accord, bah écoute, moi je vais te laisser. Il y a Jean-Louis Basset qui doit être en train de déambuler sur les stands. On va aller le retrouver tout de suite. Ça marche. Allez, À bientôt. salut Didier. Et je commence mon tour au Parc Floral sur le salon Moto Légende par quelque chose d'extraordinaire. Les ateliers Châteauquin, restaurateurs de motos anglaises de père en fils, situés du côté de Chartres, à Ouéré. Allez, on y va. Salut Franck. Salut, comment vas-tu? Ben, moi ça va parfaitement bien, mais toi on dirait que tu es un peu souffrant là. Oui, j'ai eu quelques petits soucis en moto. Et une mauvaise chute, on va dire. Tu es en train de devenir un des papes du dirt en France. Pas du dirt, j'en sais rien. Il y en a d'autres qui roulent, mais ça me plaît toujours autant. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et j'ai toujours envie de rouler, j'ai toujours envie de faire des motos. Voilà. Celle-là, elle plaise particulièrement aux clients, non? Quand même, là, non? T'as pas... Ouais, ça, c'est des commandes un peu de longue haleine. Ça fait pas loin de 2 ans qu'on est dessus. Et qui sont un peu plus qu'une évocation aux motos de flat track. Parce que c'est vraiment pour le coup quasi moto de flat track, mais version jouée, homologuées. Donc pour le coup, elles sont 100% street légales. Et voilà, vraiment la moto pour aller s'amuser un peu quand on veut, sans obligatoirement faire de la course et du circuit. Bah non, ce serait dommage de les mettre par terre celle-là. Hein. Donc vas-y, dis-nous, il y a une partie cycle américaine. Alors le cadre est un Trackmaster, mais qui n'a pas été fabriqué aux États-Unis, puisque la base on l'a fait faire en Angleterre par un ami à nous. Et après tout le reste on a tout fabriqué nous-mêmes. Les fourches sont faites par CR Suspension, avec qui on travaille en collaboration depuis maintenant quelques années, et tout le reste c'est maison. Les freins c'est usiné, à part les étriers, mais sinon tous les disques c'est usiné nous, on a tout fabriqué. Et Made in Chartres, plus exactement. Made in Ouéré, attention. Tout est Ouéré. Ouais. Et tu continues l'entretien des machines, on va dire, normales, anciennes, VLS? Ah bien sûr, plus que jamais. Et on fait vraiment tout ce qui concerne l'anglaise. Donc de la fabrication de motos complètes, où là pour le coup c'est pas des modifications, c'est vraiment on a tout fait, tout ce qui concerne l'anglaise en règle générale. Et maintenant vous êtes une équipe de combien là? Ça grossit tous les ans, on a On est l'impression. 4. 4. Ouais, on n'ira pas au-dessus. Hein. Vous faites le boulot de 12 et... J'aimerais bien. C'est pas vraiment le cas. Mais non, on est une bonne petite équipe et on est 4, ça évoluera pas plus. C'est pas, voilà. Donc si j'en veux une comme ça, il faut que je la commande tout de suite pour l'avoir dans 2 ans? Non, on n'en fera pas d'autres comme ça. Parce qu'on avait décidé d'en faire un nombre. Ce nombre est quasiment fait. Ça s'arrête là. Et on n'en fera pas d'autres. On fera d'autres, on aura d'autres idées comme ça un peu à la con, mais ça ne sera pas comme ça. Bon bah écoute, je vais te laisser bosser parce qu'il y a un monde fou ici. Ouais, un peu, ouais. C'était plutôt bon signe. Et remets-toi bien, fais attention à toi et puis à l'année prochaine. Yes, carrément. Salut Franck. À bientôt. Ciao. Merci pour tout. Je crois qu'il y a quelqu'un de l'équipe de Sans Concession ici.
Ça va, Yoann? Oh putain, qu'est-ce que tu fais là? Bah c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais à Tenerife justement en train d'essayer cette moto. Bah oui, j'en viens justement, je viens de la ramener. D'accord. Bah, Phénoménal. et t'en as pensé quoi? Très très bonne machine, mais si tu veux voir vraiment la machine en action et ce que j'en pense, on peut voir l'essai, hein, je l'ai ramené avec moi. D'accord, bah on regarde ça tout de suite. Salut à tous et bienvenue à Tenerife, une des îles volcaniques des Canaries. Et qui dit volcanique dit désert de planète Mars. Quoi de mieux pour aller sur la planète Mars qu'un missile? Que dis-je? Une roquette? Voici la Roquette 3 de Triomphe. Attention, ça déménage. Alors la Roquette 3, c'est quoi? C'est un modèle qui depuis 2004 défraie la chronique. C'est le modèle le plus excessif, le plus fou dans tous les domaines. La plus grosse cylindrée, le plus gros moteur, les plus grosses roues, le plus gros gabarit. Bref, Triomphe a toujours fait dans la démesure avec ce modèle et le modèle 2020 n'y échappe pas. Toutefois, on peut quand même remarquer qu'ils ont fait un peu plus dans la finesse. Le muscle bike est beaucoup plus réussi qu'auparavant. On a une ligne beaucoup plus fluide, beaucoup plus léchée. Alors, on a deux modèles. Le modèle R qui est considéré comme le muscle bike par excellence, le sportif, et le modèle GT qui est plus axé touring, voyage, une sorte de concurrent de Harley Davidson. Donc le modèle est beaucoup plus soigné déjà au niveau du design. On a toujours cette signature lumineuse avec deux phares et un nouveau regard à base de LED. On a un petit capotage sur ce modèle R plus sportif, d'où la couleur rouge. Et on a surtout ce magnifique travail sur l'esthétique du moteur, un gros moteur de 2500 cm3 avec le triple collecteur latéral qui se termine avec deux échappements d'un côté et un échappement de l'autre. C'est sublime, c'est léché, il n'y a rien à dire au niveau finition. Triomphe a fait très très fort. En ce qui concerne la dotation, ces deux modèles sont tout à fait similaires. Que ce soit le modèle R ou le modèle GT, on a la même partie cycle avec la suspension entièrement réglable à l'avant, un amortisseur réglable en précharge à l'arrière, un freinage signé Brembo, et pas n'importe quel freinage, le Stylema, c'est-à-dire le top du top chez Brembo, qui est couplé avant-arrière non déconnectable. On a en termes d'équipement électronique, on va dire, 4 modes, dont un personnalisable. Ces modes permettent d'agir sur l'accélérateur électronique, ainsi que sur le traction control, qui agit plus ou moins en fonction du mode choisi et des conditions d'adhérence. Alors, au niveau du pilotage, la Roquette 3 est assez surprenante. On part d'une machine qui fait quand même 280 kg. Lorsqu'on monte dessus à l'arrêt, on a un peu de mal au début. Alors pourquoi une telle dotation? Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que la Roquette 3 est quand même un modèle imposant. On a 280 kg entre les jambes. Et dès qu'on se pose sur la machine, on a vraiment la sensation d'avoir une masse imposante. Je ne vous cache pas qu'il va falloir manger des épinards pour ceux qui sont un peu fluets, parce que la moto ne se déplace pas comme ça. On a une roue de 150 à l'avant qui offre un train avant plutôt lourd, mais au fur et à mesure, on commence à comprendre comment fonctionne le modèle, on commence à comprendre comment gérer l'accélérateur, comment gérer le freinage. On a un modèle GT qui lui est beaucoup plus axé confort, voyage, avec un guidon qui est beaucoup plus proche du pilote, beaucoup plus facile à manipuler, beaucoup plus facile à emmener. On a aussi les repose-pieds très en avant. C'est le modèle pour le voyage par excellence. Le modèle plus rugueux, c'est le modèle R. On a là un guidon droit, des commandes centrales et une sensation de machine beaucoup plus difficile à emmener, beaucoup plus forte en testostérone, on va dire. Alors contre toute attente, c'est explosif au début. Les 4 premiers rapports tirent très court. Et puis le 5e et le 6e rapport sont plus là pour la longe, pour rouler, pour cruiser. En ce qui concerne la dotation, on a d'origine un régulateur de vitesse, ce qui est fort intéressant pour des motos destinées à voyager. Et le modèle GT est lui équipé d'origine de poignées chauffantes. Un modèle GT, comme je le disais, destiné au voyage. Alors on a une petite bulle non réglable, ça c'est dommage. On a un petit dosseret pour le passager et on a une position beaucoup plus confort. On est beaucoup plus droit. On a un guidon qui revient vers le pilote, des repose-pieds très en avant. C'est très facile à emmener, c'est
hyper confort, c'est vraiment la moto idéale pour le voyage. D'autant que la consommation nous a étonnés, on est plus entre 6 et 7 litres au 100, alors qu'on n'a pas ménagé les montures. Alors au final, Triumph propose non pas une Rocket, mais 2 Rocket 3, puisqu'on a la R qui est plutôt sportive et la GT beaucoup plus destinée au voyage et beaucoup plus facile à emmener. Malgré ses 15 ans de carrière, le modèle premium de Triumph est toujours d'actualité et proposé à 23 000 € environ, on est sûr qu'il va trouver une clientèle fidèle. On est avec le propriétaire de plusieurs motos. Pierre, bonjour. Bonjour. Notamment celle-ci, cette très belle moto, Celle-ci, je peux la toucher? Exactement, tout à fait, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce Je peux qu'elle a la de toucher. spécial celle-là? Alors c'est la moto, c'est la réplique de la moto qui a gagné le Bol d'Or en 69 avec Rougerie et Urdiche. Voilà. D'accord, c'est la vôtre maintenant. C'est la vôtre, c'est la mienne. pardon. Vous l'avez achetée quand? Je ne l'ai pas achetée, c'est une réplique, donc on l'a fabriquée cette moto. Je l'ai fabriquée avec l'aide de Guy Coulon, donc D'accord. bien Mécanicien connu, de Tech 3, bien connu mécanicien de Tech 3. D'accord. Un projet qui a démarré il y a quand même 8-10 ans, je dirais. Parce que j'ai refait une CR 750 comme beaucoup de gens ont fait la Daytona. D'accord. Et puis comme j'avais des pièces en plus et que je pensais que la moto était facile à faire, j'ai dit personne ne s'est jamais intéressé à la 69. Donc on va s'intéresser à la 69. Qu'est-ce qu'elle D'où a de l'idée. spécial cette 69? C'est le Carter, c'est ça? Alors, ce qu'elle a de spécial, ça a été la première 750 Honda qui a couru en Europe, qui a couru, donc qui a fait une course et qui l'a gagnée. D'accord. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Elle est dérivée de la série. Et finalement, c'est la moto qui a servi de base à la fabrication des CR 750 Honda qui ont couru après à Daytona, quelques mois après, et qui ont gagné. D'accord. Donc on va dire que c'est, allez, sans être prétentieux, on peut dire que c'est la maman des autres machines. Est-ce que vous en avez d'autres à vous de motos Alors, ici? personnellement, moi j'ai un truc un peu bizarre là-bas, c'est une CB750 bimoteur avec 2 moteurs. Voilà. Donc celle-ci, elle est un peu spéciale. Elle a 2 moteurs, l'un derrière l'autre, c'est ça? Exactement. Pourquoi? Ah, alors ça, en fait, bon, cette moto, c'est une histoire un peu particulière. Je l'ai achetée sur eBay. D'accord. Donc Bon. là, elle est rallongée considérablement Alors, au niveau voilà. du châssis. Exactement. Le cadre est rallongé. Ils ont coupé le moteur avant. Ils ont enlevé tout ce qui est boîte de vitesse. Il n'y a Ouais. plus rien. Et ils l'ont accouplé, comme ils faisaient sur les dragsters ou sur d'autres trucs, avec une cour racontée. D'accord. Voilà. Et cette moto, eux, ils ont pu aux USA, puisqu'aux USA on fait ce qu'on veut, ils ont pu rouler sur la route avec. D'ailleurs, elle est Elle roule, homologuée. celle-là? Elle roule. Bon, en France, c'est pas pareil. Hein. C'est un peu pas plus homologué. compliqué. Ouais. Ouais, c'est plus compliqué, on peut pas. Le réservoir est allongé là. Alors le réservoir, c'est un faux réservoir. Dessous, il y a un vrai réservoir de 750 Honda. Et puis, ils ont mis un habillage. D'accord, c'est une coque en fibre. Voilà, c'est une coque. Après, les pots d'échappement sont spécifiques, mais autrement, c'est 2 moteurs de 836, les kits Wiseco. Ouais. Donc, ça fait une CB 1672. C'est marqué CB dessus. 1672, voilà, d'accord, très bien. C'est la moto qui a révolutionné la moto moderne, quoi. Voilà. Merci Pierre. D'où la passion. Merci. Voilà. beaucoup. Et maintenant j'arrive chez Vida le Sport, à la rencontre de notre ami Franck. Salut Franck, Bonjour Jean-Louis, ça va? ça va très bien. Un super salon, très convivial, beaucoup de gens qui aiment le vrai produit et je m'éclate ici. Alors justement, parle-nous donc des spécificités de tes combinaisons. Bon, eh bien, on fabrique depuis 27 ans maintenant des combinaisons avec du cuir français. On a un petit atelier avec 3 personnes et on fabrique les combinaisons de A à Z et on livre en direct, que ce soit des pilotes, des amateurs, des gens qui font des journées de roulage, voilà. Des petits grands, des costauds, voilà, et tout style, voilà. Alors quand on est ici, bien, on rappelle des combinaisons classiques avec toute noire avec du damier, malgré tout du cuir perforé. Et pour les gens un peu frileux, tiens, j'ai quelque chose d'intéressant, c'est qu'à l'intérieur, il y a une doublure pour les petites matinées fraîches. Très bien, Voilà. quand on commence tôt le matin. Voilà, et l'après-midi on l'enlève. Et après, ce qui plaît beaucoup, c'est typique, ça, c'est vraiment du marron
avec un petit matelassage. Et sur certains styles de moto, ça passe bien. Et bon, c'est vintage, mais tu es à la pointe du progrès puisque tu fais des combinaisons qui peuvent accueillir des airbags désormais. Oui, alors l'airbag c'est une catégorie un peu à part je trouve, mais c'est vraiment les gens qui veulent protéger le maximum les cervicales, les clavicules. Mais nous, déjà, toutes les combinaisons, même qu'elles aient un look ancien, il y a des protections CE en norme 2 aux coudes, aux épaules, aux hanches et aux genoux. Et malgré que ce soit des anciens, on met aussi des sliders. Parce que même en moto ancienne, ça prend de l'angle. Touche. Voilà, donc il y a les look ancien, mais l'intérieur, c'est les protections d'aujourd'hui. Et en plus, tu assures un service après-vente, c'est-à-dire qu'en cas de chute, en cas de, Voilà. Et alors, de sur ce cuir salon, qui rétrécit. Mais sur ce salon, c'est ce que j'adore. Parce que je ramène des combinaisons réparées. Et puis là, j'ai déjà 2 personnes qui sont venues en me disant l'hiver arrive, j'ai un peu grossi. Et voilà. Et donc, on fait ces modifications. Franck, merci de nous avoir accueillis sur ton stand. C'est moi qui te remercie, Jean-Louis, c'est avec un grand plaisir. Ça. Et puis bon, je vais voir si notre mon cuir n'a pas trop rétréci, sinon je repasse te voir là. Allez, ciao. Merci. Encore quelqu'un de sans concession. François, bonjour. Tiens, salut David. Ça va? Ça va? Jean-Pierre, bonjour. Je vous interromps en pleine discussion. Oui, on était en train de signer un truc énorme là sur le Sunday Classic. François est notre commercial, le commercial par qui tout passe à sans concession. Vous étiez en train de signer quelque chose d'important? Oui, ça sera pour le mois de mai. D'accord. Sunday Ride Classic? Il y a des chances. Exactement. Bon alors je vais vous laisser. Nous, en attendant, on va regarder le Web Atelier. La rubrique Web Atelier vous est présentée par La Bécannerie, tout l'univers du deux roues. La Bécannerie, c'est du choix avec plus de 500 marques et plus de 200 000 références. Une livraison rapide grâce à notre logistique performante. Un service client composé de spécialistes de roues et un SAV réactif. La Bécannerie, toutes les pièces, équipements et accessoires pour votre deux roues. Bonsoir tout le monde, bonsoir David. Sur les contrôles à effectuer sur le système de freinage, il y a forcément les plaquettes. Mais on va aussi avoir l'état des disques, l'état des durites de frein, on va avoir le liquide de frein et pour les modèles à ABS, il va falloir faire un branchement à la balise. Le point négligé, c'est forcément le liquide de frein. Sur une Stinger qui a 5 ans, on se retrouve avec une couleur et des bouts qui sont vraiment intenses. Alors c'est la même chose au niveau de l'embrayage, hein. On est exactement même punition. En fait, il faut le remplacer tous les 2 ans. Regardez la différence entre de l'usager et du neuf. On est sur une Vestrom 1000 avec une purge qui vient d'être effectuée, donc forcément on a le liquide qui est propre et on a le niveau ici avec la petite bulle en haut. Ça, c'est parce que les plaquettes sont neuves. Quand les plaquettes vont s'user, le liquide va descendre et du coup le volume va partir en bas dans les étriers. Sauf que si on se retrouve avec la même chose ici sur l'embrayage, on a une purge qui a été faite. Or, on a une fuite au niveau du liquide. Comme c'est un circuit fermé, ça veut dire qu'il va falloir réparer la fuite qu'on a avec justement le liquide qui va partir pour pouvoir avoir un liquide qui est constant et qui est toujours au même niveau. Alors, sur une moto ABS, on a forcément besoin d'une valise de diagnostic parce qu'avec cette valise de diagnostic, on va pouvoir du coup activer au niveau électronique tous les modules et les capteurs en fait de l'ABS. Et du coup, on va pouvoir faire une purge efficace au niveau du circuit de freinage. Merci David, merci à tous. On arrive sur le stand Shoei avec une très belle machine. Pascal, ça va? Ça va David? Bon, on est sur un stand avec pas mal de casques vintage. Il y a une nouvelle collection, c'est ça? Oui, on a sorti pas mal de casques vintage, notamment le dernier, le Glamster, qui est un casque intégral vintage. Et qui est là-bas d'ailleurs. Oui, voilà, très sympa. Et donc tu profites du salon Moto Légende pour exposer une machine vintage un peu spéciale, puisque c'est la tienne. Oui, c'est un petit clin d'œil. On est sur le salon, voilà, exactement Moto Légende, de présenter une moto un peu sympa, et notamment une moto française, une moto bécane. Donc elle date de quand cette moto? La base de cette moto, c'est une moto bécane de 1957, une moto de route, qui était une moto très populaire à l'époque. Alors tout le monde ne le sait pas, mais Moto Bécane faisait effectivement des vraies motos, pas des mobilettes, parce qu'il n'y a pas eu que des mobilettes. On a tous connu des mobilettes, mais là c'était des motos 4 temps. Moi j'ai mon papa qui a roulé en 1960 un peu en trial avec ces motos, parce que ces motos étaient utilisées
par les gens qui faisaient du tout-terrain, notamment du trial. Et elles étaient bricolées et ils faisaient des motos de trial. Mon papa roulait avec ça en 1960, donc du coup ça m'a donné envie moi d'en créer une. Donc il y a un an j'ai commencé à travailler dessus. Et puis je me suis inscrit à des épreuves de trial puisque j'étais un ancien. Celle-ci, c'est toi qui l'as fabriquée? Celle-là, c'est moi qui l'ai fabriquée. Je n'ai pas travaillé sur le moteur en détail, mais on a tout monté, tout préparé, la géométrie du cadre, tout. Donc il y a pas mal de travail, effectivement. Donc une moto de trial, puisque toi, tu es un ancien pilote de trial. Voilà. Tu as roulé en international au Japon notamment. J'ai roulé, oui, j'étais champion du Japon, ce qui est assez rigolo. J'ai roulé dans les 10 premiers en mondial pendant 8 ans. Donc oui, j'ai pas mal. C'était une partie de ma vie. Le trial, Pascal, est-ce qu'on en parle assez? Non, on en parle un peu au niveau, quand on regarde à la fédération le nombre de licenciés en trial, effectivement, on en parle à ce niveau-là. C'est 3% je crois des licences, s'il me semble bien, en France. Donc on en parle à ce niveau-là, ce qui est un peu logique. Après, le problème du trial, c'est que c'est un très très beau spectacle, mais que pour le trialiste du dimanche, il ne se reconnaît plus vraiment dans le trial de haut niveau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le trial, par contre, vintage, à l'ancienne, prend beaucoup puisque c'est du trial très facile, qu'on revient sur les fondamentaux du trial. Et puis moi personnellement, je me fais plaisir à rouler. Je peux encore rouler à un niveau un peu plus élevé, mais je me fais plaisir à rouler. Il ne faut pas oublier que le trial reste une discipline majeure de la moto, même si ce n'est pas la plus populaire, mais ça reste une discipline majeure. Et le pilotage d'une trial, d'ailleurs je t'invite à venir rouler un de ces jours. Alors justement, je veux bien. En revanche, je veux bien savoir combien il y a de vitesses et où elles sont les vitesses. Oui, c'est sympa, ouais, parce que donc à la base c'est un 175 4 temps. Ouais. C'est un 4 temps, donc c'est plutôt sympa. Et on le monte en 200 cm3 comme c'était monté à l'époque. Et puis les vitesses donc, sont sur la partie droite. Ouais. Donc le sélecteur, comme toutes les motos de trial, est assez loin du reposé. Ah bah oui, parce qu'il faut chausser du combien. Non, mais c'est pas gênant puisqu'on se déplace. Ouais, d'accord. Donc il n'y a pas de problème puisqu'on ne change pas les vitesses vraiment en roulant. Donc sélecteur à droite. À droite, de vitesses? alors la particularité, il y a 4 vitesses, mais elles sont toutes en descendant. Donc on est au point mort et on descend les vitesses comme ça. Donc après, il faut toutes les remonter. Donc c'est pas... bon voilà, c'est un peu différent. Après, il y a un embrayage normal, tout est normal. Quand tu essayes cette moto, tu es quand même prête à rouler. Là, on peut la démarrer. On ne va pas la démarrer là dans le salon, mais elle est prête à rouler. C'est vraiment très facile à rouler, hein. Ça reste très sympa. Mais il y a plus de poids. C'est une moto qui va faire 90 kg. Donc il faut se battre un peu plus avec. Mais ça permet de ne pas attaquer des obstacles incroyables et de se faire bien plaisir. Bon, je réponds à ton invitation. Allez, sans problème, et on t'attend sans problème. Allez, merci. Nous voilà sur le stand de Renaissance Motorcycle en compagnie de Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Jean-Louis. Il y a de très belles motos ici, là. Vas-y, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste l'activité de Renaissance Motorcycle? Alors l'activité de Renaissance Motorcycle, c'est un rêve de gosse. En fait, depuis l'âge de 15 ans, je voulais consacrer ma vie à la moto. Je n'ai pas pu la faire et je l'ai fait assez tard. Et maintenant, nous sommes effectivement sur une structure assez importante. Donc on fait du négoce et de la rénovation de motos anciennes. Et maintenant, on a un stock assez important puisqu'on doit avoir plus de 200 motos. Et l'idée, c'est de faire de Cavaillon, qui est un peu le centre de la porte de la Provence, de faire un hub de la moto ancienne où les gens pourront acheter des motos, bientôt se promener dans la région et bientôt se restaurer dans un milieu de la moto ancienne. Et ça, donc voilà l'objectif sur les 2 ans. Sur les 2 ans. Et là, sur le stand, là, elles sont toutes belles, mais est-ce que tu en as une préférée là? Alors moi, j'ai toujours un petit coup de foudre pour les gros monos. Donc tu vois, une AGS comme ça, 500 cm3, moi c'est ça qui me prend aux tripes. Alors toutes ces motos, quand on les a achetées, c'est bien souvent des coups de cœur. Donc c'est très diversifié. Donc quand on achète des motos, on se réunit avec notre petit staff et on choisit des motos. Et moi j'influence évidemment par rapport à ce que j'ai toujours aimé, quoi. Il faut quand même les vendre les motos, il ne faut pas que tu les gardes toutes. Voilà. Tout à fait, tu as raison. On essaye d'avoir des motos atypiques et non pas que des anglaises ou que des américaines. Donc voilà, typiquement une moto de 1906. Une motorette, ouais, une des meilleures. Bon, une jolie Monégoyon, pareil, des années 40. Bon, je n'ai pas l'année exacte. Donc notre équipe Nouvelle Technologie est composée d'une ingénieure et d'un futur ingénieur qui est apprenti chez nous.
Et donc là, en gros, s'il manque une pièce sur une machine, par exemple une pièce introuvable, vous êtes capable de la refabriquer en 3D Alors pour le moment, on la fabrique effectivement en 3D, donc on peut scanner une pièce cassée par exemple et la réparer avec ce logiciel et ensuite on peut la fabriquer. Et si c'est une pièce métallique, là on n'est pas équipé encore avec des imprimantes métalliques, par contre on fait le prototype en plastique et on envoie le fichier à des sous-traitants qui font la pièce métallique. Oui, donc là on est en fait c'est de la restauration 2.0 voire 3.0. Voilà, tout à fait. Donc nous, notre projet, c'est la symbiose entre les techniques traditionnelles et les nouvelles technologies. C'est ça qui nous fait aussi un peu flipper, quoi. Ah, mais ce qui est bien, c'est que je vois que vous conservez les bonnes habitudes de moto-salon. C'est un peu de cochonaille et un verre. Donc on va finir là l'émission et puis on va aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Eh bien, bienvenue. Allez. Bienvenue, Jean-Louis. Tous en concession et là, on a même Michael. Notre présentateur qui est là. Salut Mickaël, ça va? Ça va? Ouais, et toi? Ouais, super. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dédicaces des bouquins? Eh ben oui, tu vois, les livres Triomphe et BMW, une petite séance de dédicace, quoi. C'est pas les derniers? Alors, c'est pas les derniers parce que ceux-là, ils ont déjà 2 ans et puis un peu plus d'1 an pour le BM. Depuis toujours, BM a fait des archives et donc ils avaient une base d'images incroyable, les dessins, les plans, les ingénieurs qui ont travaillé. Ça, c'est des images que vous avez fait en studio, ça ou... Et non, ça justement, ce sont toutes les archives de BMW qu'on a pu récupérer et travailler. Donc BM nous a ouvert leurs archives pour pouvoir faire ce livre. Ça te prend combien de temps, la rédaction d'un livre comme Triomphe, un livre comme BM comme ça? Un livre comme Triomphe et BM, alors je l'ai fait en collaboration avec Zef, tu vois, pour l'écriture. Mickaël, tu es en dédicace aujourd'hui, demain? Aujourd'hui et demain. Tu travailles sur d'autres bouquins? Ouais, il y a des bouquins en gestation aussi, il y a d'autres projets. Tu peux nous en parler ou pas? Oui, il y a pas mal de projets, mais je préfère attendre que ça soit tout finalisé, bouclé pour pouvoir en parler, quoi. En attendant, nous, on va se balader parce qu'il doit y avoir d'autres personnes de sans concession, un peu dans les allées. Allez, salut David, merci d'être passé, ciao. Ciao. On a vu des classiques, mais là je vais vous présenter quelque chose d'étonnant avec quelqu'un qu'on connaît bien. On l'a vu à Nantes lors d'une de nos premières émissions. Salut David. Marc Evnis. Salut Marc. Ici, on est au salon Moto Légende. Ça, c'est une moto du futur. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un adage qui dit justement, si vous ne voulez pas subir le futur, connaissez bien le passé. On a déjà passé. Moi, j'aime bien être entouré justement de toutes ces choses-là qui nous inspirent et qui nous donnent des projections en fait du futur. Et on ramène une petite partie du futur dans cet écrin qui est très sacré quelque part, Moto Légende. Ouais. Et on donne cette petite projection pour détourner le regard aussi. On aime bien les contrastes aussi. Ça, c'est la Furion. On en a parlé lors de l'émission à Nantes. C'est une moto hybride. Tout à fait. Ouais. Pourquoi la moto hybride? Pourquoi la moto hybride? Ça démarre en 2015 cette histoire. Parce qu'on parle d'électrique, on parle de thermique, mais toi tu es entre les deux. Je suis entre les deux parce que disons qu'il n'y a pas de compromis actuellement qui existe entre ces deux mondes. Nous, on n'est pas convaincus par l'électrique complètement, sauf certains secteurs, pour le scooter, pour le trial, pour l'enduro. On trouve ça vraiment très bien. D'ailleurs, le scooter fait fortement concurrence et se développe bien dans le secteur urbain. Et on s'est dit, nous, on doit préserver les sensations de la moto. Et vous regardez autour de vous, c'est aussi pour ça qu'on est là. Quand on regarde n'importe quelle bécane, elles ont un excellent moteur qui est mis en valeur. On peut le voir ici sur cette Yamaha aussi, qui est magnifique. Et toutes les motos parlent d'un moteur avant toute chose. On le sent ici, on sent presque l'odeur, on le sent presque vibrer. C'est pour ça qu'on va aussi s'inscrire là-dedans. C'est-à-dire que nous, on présente un moteur, mais on va l'améliorer. On va gommer ses petits défauts par l'électrique, parce que l'électrique est une bonne réponse. Donc l'électrique, c'est pour les évolutions urbaines, par exemple? Tout à fait, on a une capacité toute électrique et les rendements électriques sont très bons en urbain. Ouais. Quand tu accélères en électrique, le moteur il souffre peu. D'ailleurs, tous les records d'autonomie électrique sont donnés en secteur urbain et pas sur autoroute. D'accord. Et après, si tu veux t'amuser un peu sur les routes, comment ça se passe? C'est toi-même qui switch sur du thermique ou c'est la moto automatiquement? Il y a 3 modes en fait. Il y a un mode économique qui va favoriser les consommations, récupération d'énergie. Un mode sport, où on passe directement en mode sport si on a une action vive sur la poignée, où là on aura des contributions de couple énormes. Il faut savoir qu'on double le couple de cette moto. On passe à plus de 160 Nm en couple sur un 600 et ça prend 16 000 tours. D'accord. C'est un 600, quelle base châssis, quelle base moteur ça? On est parti sur ce qui avait plus léger et très efficace. Actuellement dans l'hypersport en 600, il y a le R6.
On aimait bien aussi la marque. Yamaha R6. Ouais. Yamaha R6, YZF R6. Et 120 chevaux, 120 kg à sec, dépiauté un peu moins. On avait du poids à rajouter, donc on va prendre le plus léger. On a rajouté 55 kg sur ce proto. Et donc on a 215. C'est le poids d'un roadster des années 90. Bon, tu connais, ça se pilote quand même. Mais on peut encore gagner du poids. Donc ça, un design futuriste, Oui. une moto futuriste. L'avenir de la Furion, c'est quoi? Tu as des investisseurs, tu as des distributeurs et des gens qui sont intéressés. On voit ici la Mutuelle des motards qui t'expose. Oui. C'est quoi? C'est du réseau dans un premier temps. On s'appuie sur une base Yamaha, voilà, parce qu'on discute aussi avec des gens actuellement. Il faut du braquet, c'est-à-dire que nous, notre intention, c'est déjà réunir des gens, beaucoup d'ingénierie, avoir une équipe. Tu connais bien, c'est l'équipe qui fait le reste. Maintenant, on a besoin de puissance de feu. On avance, on fait travailler les écoles, et c'est du relation. C'est du French made, on a le talent, maintenant il faut trouver les sous. Tu dis du French made. Ouais. Tu dis pas du fabriqué en France. Ah bah oui, bah tu sais, j'ai parlé toute la journée, il me charrie. David, merci beaucoup. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine émission de Sans Concession. Likez, partagez, enfin tout ce que vous savez faire et à la semaine prochaine. Salut. Ce programme vous est présenté par la solution de location courte durée Yamaha Rent.